Une fois, je suis né ici. Une fois, je suis né là-bas. Une fois, j'ai pleuré là-bas, puis j'ai vagi. Puis j'ai pesté là-bas. D'abord un peu, puis beaucoup, puis pas du tout. Mais d'abord beaucoup, puis beaucoup. Contre les chiens, contre ma mère, puis pas du tout. Du tout contre ma mère, mais beaucoup contre mon frère, puis juste beaucoup, puis encore un peu, puis juste un peu, puis jamais, contre mon père, même petit, même grand, poussant d'abord petit, puis poussant grand, voyant les choses en grand, puis poussant grand, ne pouvant m'empêcher de faire, voyant les choses en grand, dès mon plus jeune âge, dès que je voyais une chose, ne pouvant élaborer qu'en grand, comme si une chose ne pouvait être qu'en grand, n'avait de sens qu'en grand, voilà, c'est ça, exactement ça, atteignant, quant à moi, péniblement, 60 centimètres, puis atteignant, quant à moi, fort aisément, 150 centimètres, puis atteignant difficilement 167 et demi, m'étirant pourtant tous les matins, tâchant de gagner au moins 3 centimètres, me suspendant aux tringles, à bout de bras, au rideau de douche, chaque fois que je me retrouvais seul dans ma salle de bain, chez un ami ou une amie, ou simplement à la maison, dézinguant, à la maison, dès mon plus jeune âge, les tringles à tout va, les rideaux de douche à tout va, déboursant, dès mon plus jeune âge, des fortunes à la maison, des montants de dingue pour des tringles, même pas bonnes, des rideaux pas solides en plastique, se déchirant pour un rien, déglinguant à l'époque les cabines de douche mieux qu'un marteau piqueur ou qu'une entreprise de démolition, tout cela pour atteindre péniblement 167 et demi, c'est terrible, m'excusant à l'époque auprès de toutes, auprès de tous, de n'atteindre que 167 et demi, comme s'il était honte aux yeux de toutes, aux yeux de tous, de n'atteindre que 167 et demi, comme s'il était ridicule ou inconvenant aux yeux de toutes, aux yeux de tous, de n'atteindre que 167 et demi, comme si avoir poussé des années durant pour n'atteindre que 167 et demi ne convenait pas pour être ou exister, déambuler dans le monde. Quelle pensée idiote, ridicule même, comme si, pour convenir ou être au monde ou persister dans le monde, mais convenablement, n'est-ce pas, il aurait fallu ces 170 au moins, comme si avoir moins, avoir peu était une, oui, tard, disons tard, appelons tard, comme si avoir moins, avoir peu ne convenait pas à ce monde, voilà, c'est dit, je l'assume, comme si ma taille 167 et demi ne convenait pas pour être ou m'épanouir, pousser grand dans le monde, voilà, ridicule, atteignant pour ma part ma taille, rapidement ma taille, puis basta, ayant atteint ma taille, puis basta, c'était 167 et demi, puis basta, c'était ma taille, ma plus grande taille, ayant atteint sans problème 63 cm, puis 150, puis atteignant 167 et demi, puis basta, c'est assez, voilà, mon épopée, chant 17, ici, même avalé, les choses perdurent. Une autre fois, c'est un autre mot, c'est sur 85 tickets d'autobus, c'est numéroté avec soin, c'est à l'encre de Chine, c'est après du silence, 85 jours de silence, 85 jours sans un mot. Un propos de Constantin Peter Sarkassadi, Georgi Fliorov. Ça y est, grande nouvelle, ça revient. Je le vois, je le sens, bientôt, tout bientôt, demain, dans mes pelouses, dans mes steppes intérieures. D'abord, les éviers seront vides, puis on les remplira d'eau. Mes chaussures couineront comme des chaussures couinent. Des fois, je marcherai au sec, des fois, je prendrai l'eau. Une vache frottera son museau contre mon front. Des dents tomberont de la bouche d'un vieillard comme seules les dents tombent de la bouche d'un vieillard. Mes dessous de bras sentiront l'écrasé de banane ou l'ail frais. Je naîtrai d'un petit tigre qui sortira d'une ampoule, qui traînera dans un tiroir, qui traînera dans une cave qui n'existera pas. Vincent Tholomé, mon épopée. C'est aux éditions Lanskin qui commence à avoir un sacré beau catalogue contemporain d'expérimentation. En plus, il y a une magnifique qualité de couve, la photographie même de couve, c'est une espèce de référence directe là, au cinéma, au fait d'être en voyage et rêver. Comment parler d'une épopée ? Je sais pas le point de départ. Quand je pense Vincent Tholomé, je pense Namur. Namur, vous savez, vieille ville avec ses fortifications. Et pour nous, moi je suis de l'Ouest, donc c'est franchir les Ardennes. C'est pas que c'est hostile, c'est juste rude. C'est une économie de la vie qui n'est pas la nôtre. Marchand de bois, marchand de pommes de terre, marchand de bois. Et vous arrivez à cette ville où il y a ces traces. C'est pas des traces de guerre récentes, comme quand vous vous promenez au Havre ou sur le bassin de Saint-Nazaire. C'est les guerres de Louis XIV, c'est ces villes entre la Flandre espagnole et la France, et puis l'Empire qui changeait de main, et chaque fois c'était des sièges, des morts. Et je pense que quelque chose dans ces endroits-là, ça continue de marquer l'histoire, la nôtre d'histoire. On n'est pas dans un étranger en même temps, pourtant les langues se mêlent d'autres façons, mais quelqu'un qui vit là, un poète, est-ce que lui est assigné au rempart ? Non.
Moi, Vincent Tholomé, l'image que j'ai de lui, c'est quand je le vois arriver avec un sac, puis de l'autre côté, sac avec son ordi, et puis un autre sac. Vous voyez bien que c'est un peu biscornu, puis quand il déballe ces espèces de machines avec des tubes dont il va se servir pour se mettre à lire ses textes. Donc, poète, c'est le marcheur, mais il y a quand même ça, cette ville, là-bas. Mon épopée, chant 15, Aotu, vivre vivant chez les morts. D'autres fois, c'est à Dubna, le matin, c'est avant le travail. Il y a cafétéria du centre, Constantin Petersac. Il se passe les mains à l'eau tiède, il se passe les mains au savon de Marseille. Il porte déjà sa combinaison blanche, ses bottines de feutre, son bonnet en tulle. Il s'explique à mesure qu'il se passe les mains à l'eau tiède. Georgi Fliorov, tu dois savoir, des fois je vis chez les vivants, des fois je vis chez les morts. Je sais comment faire, je sais comment vivre chez les vivants comme chez les morts. Je répète, je sais comment vivre chez les vivants comme chez les morts. C'est inné, instinctif. Sans le savon de Marseille, on ne se débarrasse pas du fromage. Georgi Fliorov, tu le sais au moins? Le sais-tu au moins? Dit Constantin Petersac, se passant les ongles à la brosse dure, laissant couler l'eau tiède, plus que de raison, puis disant « Georgi Fliorov, je sais que sans le savon de Marseille, le fromage persiste sur les doigts, sur les ongles, dans les shorts et les chemises, c'est un fait, un constat. On dégage alors une odeur de mort, des jours durant, c'est un fait, un constat. Ceci est un mode d'emploi pour pas l'oublier. Ceci est un mode d'emploi pour ne pas vivre mort. Ceci vise à faire vivre un vivant chez les morts. Ceci vise à faire vivre un vivant dans la vie. Il suffit de passer les mains à l'eau tiède, Georgi Fliorov. Il suffit de passer tes ongles à la brosse dure au savon de Marseille, pas oublier. Georgi Fliorov, pas oublier. Un fromage persistant sous tes ongles peut ruiner ta vie, Georgi Fliorov. Un fromage persistant peut ruiner ta vie. Au bureau, chez toi, dans les autobus, pas oublier. Georgi Fliorov, pas oublier. Ne jamais sortir à la main le beurre du beurrier, ne jamais l'étaler sur la nappe, ne jamais laisser le fromage persister sous tes ongles, dans tes shorts, tes chemises. Ce serait vivement chez les morts ou vivement dans la vie, gâcher ainsi ta vie ou tes amours. Naissant, Fliorov, tu comprends, Fliorov. Mon épopée, chant 14, des fois, mes vêtements se délitent. Des fois, c'est en voiture entre Dubna et Moscou, dans la poussière. Nous roulions depuis des heures, nous nous assoupissons, nous nous faisons rire. Puis, sans s'expliquer, Constantin Petersac dit « Des fois, là-bas, c'est comme ici. Dans mes pelouses, dans mes steppes, à l'intérieur, mes vêtements se délitent. Un vent puissant me dérobe. Je ne sais plus parer, c'est prendre alors des coups ou aller nu patiemment dans la matière, dans la lumière, dans les rayons solaires ou vivre des heures intenses à l'hypermarket. Je m'obstine ainsi à être persisté, dit Constantin Petersac. Qu'est-ce que c'est mon épopée? Oh, ça vient d'un pays qui est à la fois lointain et en même temps dont on a tant de représentations. Des films, des livres, la littérature russe, la connaissance de la période soviétique, y compris via ceux qui ont été détruits, les Mandelstam, les Daniel Sharps. Mais de quoi ça parle? Est-ce que tout d'un coup on invente une Russie de pacotille? Je crois que non. C'est-à-dire simplement, c'est à distance, c'est dans un temps plus lent, c'est une économie de vie, justement, plus difficile, plus fruste. Mais cette question de l'économie fruste de vivre, dans le clinquant, la surconsommation, le gaspillage où on est, si c'est pas une question politique, il y a quoi là-bas? Tu vas au supermarché. Et il y a quoi dans le supermarché? Il suffit d'une histoire de savon. Mais ça, c'est l'expérience de Joyce dans Ulysse. Parle du savon, t'auras le reste. Et puis il y a la vieille bagnole, puis tu vas à la ville, et tu reviens de la ville. Et puis t'as le travail. Le travail, on n'en parle pas tellement. Simplement, on va savoir que c'est un centre atomique. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est pas seulement Tchernobyl, c'est nous aussi, c'est toutes ces contradictions qui viennent là. Et puis cette économie du travail, combien de temps ça dure? Ça dure le temps de la vie. Et puis le matin, t'es à la cafétéria. Dans ces économies aussi, elles peuvent être partout, ces cafétérias. On a le goût du thé ou du café ou de ce qu'on veut, c'est le même dans ces cas-là. Mais c'est des instants où tout d'un coup on restaure du privé, c'est privé,
ça parle. C'est-à-dire que quand j'ai découvert mon épopée, j'ai eu le sentiment que ça parlait pas surtout pas d'une Russie exotique ou d'une Russie au passé. Ça parle simplement, c'est comme si tout simplement on fabriquait une distension. On distendait ce qui nous entoure, nous, aujourd'hui, ici. Tu es dans une station-service, ici, à Tokyo, à New York, à Namur, ou là-bas, à Dubna. C'est la même station-service. C'est ça que peut-être il faut arriver à piger. C'est-à-dire, toi, tu veux parler de ce qui t'est ici, de ce que tu as ici. Ton rapport au supermarché, ton rapport au travail, ton rapport à la durée même de vivre par rapport au travail, au recommencement, au parler à l'autre. Les tickets de métro, puis tu as pris des notes sur une suite de 80 tickets de métro. Pour que ça passe au premier plan, quand tu distends, tu as une autre réalité qui advient, et il se trouve que la réalité là-bas correspondait de plus près. Alors c'est à la fois une réalité. Moi, mon séjour à Moscou, c'était en 1978, j'avais 25 ans, donc c'est une espèce de poussée qui est biographiquement radicale, qu'on porte avec soi tout le temps. Pourquoi ? Parce que on allait à la bibliothèque de l'Institut français et je lisais compulsivement, au point même qu'une bibliothécaire m'a dit « Oh monsieur, vous devez faire beaucoup de fautes d'orthographe ». Oh, toute ma fierté, je me suis décomposé. Moi ? Faute d'orthographe ? Et oui, parce que pour lire autant et aussi vite, j'avais une boulimie. Et je lisais Aksionov, je relisais Tchekhov, et tout ça. Je découvrais les nouvelles de Tchekhov à Moscou en 1978. Je les comprenais autrement, forcément. Puis qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes le soir à l'hôtel à 8h et puis il faut attendre 8h le lendemain matin ? Ben tu lis. Dans cette usine, on nous emmenait le matin en mini-car. Et on a voulu se demander sur la carte, mais où il nous emmène ? On n'arrive pas à comprendre, ça faisait des virages, des machins. Quand on a regardé la carte de Moscou, l'endroit où il y avait notre usine d'aéronautique, soi-disant, d'armement, c'était une zone blanche. On nous emmenait dans une zone blanche de la ville. Et puis là, il y avait ces pesanteurs, l'espèce de café soluble du matin. C'était heureux les mecs, on avait amené notre Nescafé à nous. Je me souviens par exemple sur cette machine, on avait un transformateur haute tension parce que pour faire nos soudures, il fallait du 40 000 volts. Donc c'est des trucs qui sont dans un bain d'huile. Il y a une diode qui a fait péter là-dedans. C'est normal quand tu installes une machine, il y a toujours des choses à vérifier, à mettre en balance. Donc il y a un pont roulant, comme dans toutes les usines. On dit écoute, amène le pont roulant ici, on va le décuver. Demain matin, mon gars. Demain matin, bon. Il est là, on travaille plus là pour aujourd'hui. Bon, tant mieux, on va faire un tour en ville, aussi bien. Et le lendemain, alors le pont, ne bougeait pas le pont. Puis là, on voit, il y avait 4 mecs là, des cosaques. Ils l'ont pris, notre transfo, ils nous l'ont soulevé. Ça, cette espèce de côté où quand... C'est du caricature ou du cliché ? Non. Je pense que c'est un rapport au vivre qui s'établit autrement. Et donc peut-être paradoxalement, on a encore plus besoin aujourd'hui. Alors lui ne s'installe pas dans cette expérience. Mais oui, c'est cet élémentaire de vie qui va organiser là la relation entre les bons hommes. Mon épopée chez Andis. Jamais Constantin Petersack n'a embrassé des chiens sur la bouche. Un jour, une fois, c'est le matin, c'est dehors. C'est à Dubna. Nous revenons des courses. Nous portons des manteaux de feutre, des chapeaux noirs. En peau d'ours, nous rentrons à pied. Nous ahanons. Nos sacs pèsent. Nos bras s'étirent vers le bas. Nous rentrons au centre. Nous empruntons des rues boueuses. Nous empruntons des raccourcis. Nous chassons des chiens à coups de pied. Puis tandis que nous ahanons, Constantin Petersack dit « Là-bas ». Dans mes steppes, dans mes pelouses intérieures. À l'âge 3, j'ai parlé 18 jours sans interruption. J'ai dormi 3 nuits sur un sol gelé. Un homme s'est pris les pieds dans mes rides. À l'âge 18, j'ai arrondi un angle. Mes jambes se sont allongées. Ma bouche s'est allongée. Une fois longue, ma bouche n'a formé aucun vide. À l'âge 23, j'ai parlé le moustique épais. Mesurer la rondeur, rallonger les jours. Une fois j'ai dit, je ne diffère ni du crapaud ni de l'oiseau rin-rin. Je répète une fois, j'ai dit, je ne diffère ni du crapaud ni de l'oiseau rin-rin.
Nos vies sont chétives, Georgi Fiorov. Nos têtes ténues. Ce que j'ai dans mon assiette ne figure pas à la carte. Liste de ce qui un jour, dans ces steppes, dans ces pelouses intérieures, n'arrive pas à Constantin Petersac. Croître, peser pour rien, porter une chaussure pointue, refaire le monde avec amour, peigner un trou, peigner un clou, baver petit bébé, touiller la soupe, la cuillère, flotter dans l'air, finir en rue, finir petit bébé, se faire mordre par un chien, ruer, hennir, goûter aux confitures, boire un thé fort, sortir les sacs poubelles, sortir en tenue d'été, porter des lettres, écrire un rapport, cuire des choses au beurre, manger des choses cuites au beurre, avoir la connaissance, connaître 3 personnes nées le 3 février, ouvrir un hôpital avec les fleurs, ouvrir un hôpital pour les fleurs, offrir des salades ou des laitues, embrasser un chien sur la bouche, partager en 2 un saucisson, posséder un fouet, penser 8 jours de suite à l'éternité, prendre quelqu'un au passage, boire moins de lait, connaître la réponse, partir en guerre, errer comme un chien, montrer les dents, mordre les gens à la main, réparer les turbines, passer à la graisse noire des engrenages, réparer une montre, réparer une horloge, être du bon côté de la rue, exister mort dans un endroit, être considéré, être considérable ou bien désirable, mettre en poche ce qui ne sert à rien, jeter l'inutile, appauvrir les chiens, appauvrir les porcs, fissurer, faillir, répartir les prix, coller des étiquettes, envoyer de l'argent, rejoindre un tas, être n'importe quoi, être n'importe qui, se confondre avec un vieux, pisser contre un réverbère, laisser pendre des câbles électriques, être vieux et raté, mettre un terme à une conversation, mettre un terme à un plat, semer la panique, être capable de faire, plaire aux mères, plaire aux pères, se coucher sur une banquette en bois. Alors une façon aussi de commencer à parler de épopée de Vincent Tholomé, pour moi, ce qui me revient tout le temps, bon, peut-être que vous en avez marre à force que je vous le serine, mais il y a 2 ans, j'ai traduit un livre, il y a longtemps que je voulais le faire, Kenneth Goldsmith, Uncurative Writing. De quoi il s'agit ? Il parle de comment des tentatives littéraires contemporaines reprennent un vocabulaire qui est d'abord né dans les arts visuels. Par exemple, l'art du protocole. Vous prenez quelque chose comme Sol Levitt. C'est magnifique, le dessin de Sol Levitt. C'est abstrait. Vous avez vu l'abstraction qu'il y a dans la prose là, de Vincent Tholomé. Ces répétitions, j'allais dire différence, répétition avec le A de Derrida, dans différence. Sol Levitt, vous êtes devant un dessin, c'est une pureté, une précision, l'appel à vivre, l'appel en soi, devant quelque chose qui n'appartient pas à la façon dont le monde se fabrique ordinairement. Mais qu'est-ce qu'il fait Sol Levitt ? Lui, il écrit des instructions. Il écrit, ce sera un carré de 80 sur 80 avec des lignes obliques qui partent comme ça. Il y aura 450 qui s'écartent de plus en plus. Et puis, une série de lignes verticales qui partent. Ensuite, ce protocole est remis à un technicien du dessin, quelqu'un qui est très précis, qui a du soin et qui exécutera ce dessin là où on lui dira de le faire. C'est ça le truc du protocole. Et la force de Goldsmith, c'est de présenter peut-être 10, 12, depuis Laurence Wiener, Jasper Jorn, mais de présenter des expériences littéraires qui se basent, elles aussi, sur un protocole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans de l'écriture où il suffit d'ouvrir une vanne et puis plof, ça se refait. Non, ça serait pas ça, ça nous tombe des mains. On en a vu, mais ça ne nous intéresse pas. Et le protocole, vous ouvrez le livre, vous avez une grosse page, elle est en prose continue, et voilà comment ça se passe. Mon épopée. Mon épopée, c'est le titre. Mon épopée Vincent Tholomé. Est-ce que ça veut dire que le mon se rapporte à l'auteur ? Eh bien justement, il casse tout de suite. Mon épopée n'est pas mon épopée. Mon épopée est l'épopée de Constantin Petersac. Elle constitue le volume 13 des propos tenus des années durant au quotidien par Constantin Petersac. De Constantin Petersac, je ne sais pas grand-chose. Je sais qu'il a tenu des propos au quotidien des années durant. Je sais qu'il tenait ses propos le matin à la cafétéria du centre atomique de Doubna avant le travail. Je sais qu'il tenait ses propos à chacune des pauses qu'il prenait au travail. Je sais que son collègue et ami, Georgi Fiorov, les a notés ou transposés des années durant. Au quotidien, le soir, après le travail, les traduisant
ou transposant de l'arménien dans sa chambre, les compilant et les réarrangeant. Par ennui ou intérêt, je ne sais pas. J'imagine la vie à Doubna, des années durant, au centre atomique de Doubna. Et là, tout d'un coup, on a changé de dimension. Le personnage dont vous lisez le texte, il y a une manière orale qui s'affirme, ce personnage aurait prononcé ces paroles, mais vous découvrez qu'il les a prononcées dans une autre langue, en arménien. Donc il y a une transposition déjà dans la langue étrangère. Or, ce qui parle en nous, ce qui est monologue de ces actions au quotidien, se laver, se déplacer, s'interroger sur sa taille, sur son être physique, sur sa relation aux autres, à l'intérieur de soi, ces espèces de mots qui sont dans cette syntaxe du matin, ces syntaxes déformées. On n'y comprend pas cette phrase, cette manière qu'on a de se parler en soi. Est-ce que c'est pas une zone étrangère de la langue en soi? Est-ce que c'est pas une zone étrangère de la langue en soi qui nous protège, qui justement nous permet de tenir parce qu'elle va rester étrangère dans cet embryon, dans l'intérieur de soi. Alors après, qui est l'auteur? Celui qui parle ses propos les tient en arménien. Un autre, Georgi Fliorov, transcrit, mais il ne les transcrit pas dans le temps même. Il les transcrit le soir, après le travail dans le centre atomique. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas plutôt en train de se lire lui-même dans cette transcription? Comme quand on transcrit un rêve. Est-ce qu'on n'est pas en train de le rêver ou est-ce que le cerveau ne nous produit pas un autre rêve pour mieux protéger le rêve qu'on croit être en train d'écrire? C'est-à-dire qu'il traduit de l'arménien, mais il arrange et il compile, on nous dit. Donc cette position d'écriture par rapport à celui qui est censé avoir dit ces mots, mais en même temps il est présent dans ces mots, puisque ces mots lui sont adressés. Alors vous voyez tout d'un coup cette espèce de circularité qui s'installe. Je sais encore l'ensemble des propos de Constantin Petersac tient en 38 volumes, denses et serrés. Je ne sais pas faire la part des choses, mesurer ce qui revient à Georgi Fliorov, la part d'invention de Georgi Fliorov, mesurer ce qui relève de la transcription scrupuleuse ou sans entorse des propos tenus des années durant par Constantin Petersac. Je ne sais pas non plus quelle puissance ou vérité Georgi Fliorov a vu, senti ou décelé des années durant dans les propos tenus au quotidien par Constantin Petersac. Je ne sais pas pourquoi je donne personnellement à lire le volume 13 des propos tenus au quotidien par Constantin Petersac plutôt qu'un autre volume. C'est-à-dire que le protocole de ces paroles, censées être venues en arménien, être reconstruites et transcrites, et reprises par celui qui en fait un livre, il y a une épopée, 11, 15, j'ai lu l'épopée 15, mais peut-être que l'épopée 15 du 20e volume ou du 25e volume ou du 11e volume, on peut avoir une série des épopées 15 des 38 volumes et ça redéfinirait quoi? C'est-à-dire cette fonction circulaire de l'émission de langue, eh bien, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on se doit d'interroger de la même façon qu'il y a la constitution de représentation, la constitution de nous-mêmes en tant que représentation? De quoi on parle? Et de quoi parle cette espèce de saisie de quelque chose qui de toute façon reste un univers sans bornes, ouvert vers l'arrière, puisqu'on est 13e volume sur 38, ouvert sur l'amont, 13e volume sur 38. Bien avant d'être là, pour de vrai, quand nous passerions la porte, entrerions pour de bon dans la petite maison à 4 marches, ne ressemblant à rien, à aucune chose moderne qui nous tenait à cœur à l'époque, ne jurant à l'époque l'un et l'autre que par le moderne exigeant à l'époque des coupes et vêtements modernes, des couleurs modernes, des matières modernes, des sandales en plastique blanc, translucide, des mèches sur le front et des t-shirts bariolés, ne comprenant pas à l'époque pourquoi il ne fallait encore porter tous les dimanches des chaussures vernies, noires et rigides, laissant des traces sur les linoléums, laissant des traces sur les parquets dès que nous décaperions
où nous laisserions aller à des glissades sans fin, laissant alors des traces noires partout, sur les parquets, les carrelages, sur les linoléums. Ensuite, nous autres passant à genoux, des heures entières à gommer la gomme, les dégâts, les dommages causés après le repas dans nos coudes. Fous, disions-nous, nos instants de folie, aimions-nous à dire « Alors qui est l'auteur » Est-ce qu'on peut disparaître volontairement en tant qu'auteur si c'est l'œuvre qui vous enjoint de le faire? Il n'est pas tout seul. Prenez slogan de Maria Soudaïeva, traduit par Antoine Volodine. Volodine a toujours prétendu que ce livre, venu avant les livres de ses hétéronymes comme Lutz Bassmann ou Manuela Drager, n'était pas un hétéronyme. Là, on a le contraire, on a quelque chose qui chante, c'est des suites de rêves, c'est des manifestations politiques, c'est des cris. Et qu'est-ce que c'est exceptionnel, slogan de Maria Soudaïeva, traduit par celui qui prend pour nom Antoine Volodine, qui n'est après tout qu'un hétéronyme, comme Lutz Bassmann et les autres. Mais on a une sorte d'inverse, puisque là, précisément, ce qui se parle, c'est juste la bagnole pour aller à la ville, ce que tu achètes dans le supermarché, la relation au travail, ce qui se passe à la cafétéria, les 3 sous que tu as dans la poche. Alors, est-ce qu'il y a encore un auteur ? Et s'il y avait peut-être encore plus un auteur par ça? Qu'est-ce qu'il est l'auteur? Est-ce qu'il n'est pas simplement, à ce moment-là, justement, celui qui a pris le train à Namur et vous voyez apparaître, là où on est, parole, et aussi stage et atelier. La première fois que j'ai connu Vincent physiquement, je veux dire, qu'on a vraiment commencé d'échanger, il voulait participer à un de mes ateliers en ligne. Mes ateliers en ligne, est-ce que c'est pour un gars qui est un performeur, un gars qui a publié, etc. Je me dis, mais attends, c'est à toi de m'apprendre, c'est pas à moi. Et cette espèce de qualité de Vincent, de venir là, de s'approprier ce que je propose et de refabriquer son univers à l'intérieur même de ces espèces de formes ou de coquilles que je vais proposer. Et moi, je croyais qu'autrefois, ça me serait impossible, ces choses-là. Je crois que je suis en train de muter vers cette zone-là, moi aussi. C'est assez secondaire pour ce qui nous préoccupe, mais cette idée de porter la parole et la refaire. Alors, tout à la fin, j'ai vu qu'il y avait une page de remerciements, et j'ai vu que dans les remerciements, d'abord, il y a plein de gens que je connais, mais il y a aussi mon épopée. Vous pouvez aussi écouter des lectures, performances et capsules sonores du duo VKGT sur le site des éditions Lanskin. Et il y a le lien là que je vous mets dans la vidéo. Et VKGT, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et dans les remerciements, vous voyez Gauthier Khertz. Je ne sais pas prononcer, peut-être Gauthier, tu m'excuseras. C'est un duo où il y a un musicien, il y a un poète. Et ce qu'ils font, c'est reprendre mon épopée. Et non seulement ça, mais là, écoutez, ils ont une chaîne SoundCloud. Alors ça, pour moi, c'est aussi des questions. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas Constantin Peterzak, mais quand je pose cet appareil, que je prends mon micro et qu'on commence ça, je sais que c'est une boucle de temps. Je vais essayer de ne pas trop grandir, mais je sais que c'est malgré tout déjà une instance de publication, un rapport avec ce qui me reviendra de l'autre côté. Eux, ils ont choisi que ça, ce soit sur une chaîne simplement audio. Moi, je pratique pas énormément SoundCloud, mais c'est la même chose que vidéo, puisqu'il y a des fonctions de réseau, on peut s'abonner et on plonge à l'oreille dans cet univers. Alors, sur la chaîne SoundCloud, j'ai vu qu'il y avait à un endroit des instrumentaux, qui sont des how-to. Comment marcher dans une ville en ruine, abîmée? Comment s'orienter dans un supermarché vide, etc. Et Gauthier Khertz a bien voulu me transmettre les fichiers que l'on entend dessous. Alors, cette question, c'est les deux questions principales que je renvoie vers Saint-Tholomée. Là, il y a 21 épopées. Il ne s'agit pas de dire 20 épopées multipliées par 38 bouquins, ça ferait 760. C'est pas quelque chose qui se refait comme ça. C'est dire, j'énonce
le protocole d'écriture qui me permet d'aller retrouver sur un point précis l'émergence de cette diction extrêmement proche du réel, puisque c'est ces phrases qui sont dites dans le quotidien le plus écartelé, celui de ces moments d'avant-travail avec un type qui m'écoute, mais qui n'est pas lui-même quelqu'un de ma propre langue, ni non plus de la langue de Vincent Tholomé. Et c'est ce protocole d'écriture qui fait que, à la limite, vous aussi pourriez écrire des morceaux de la vie et des paroles de Konstantin Petersak racontées par Georgi Fliorov. Il y a une femme aussi qui se promène là, qui traverse. Moi, hochant alors la tête, faisant ne sachant pas, c'est Petersak, le corpulent Petersak, parlerait d'ici ou d'ailleurs, n'osant pas demander à Petersak s'il parlerait d'ici ou d'ailleurs, en raison de Petersak et de l'humeur volatile de Konstantin Petersak. Konstantin Petersak changeant des fois d'humeur 15 fois par jour. Konstantin Petersak pouvant des fois ne rien dire des semaines durant en raison d'une humeur, d'une saute d'humeur. Konstantin Petersak ayant des fois du mal à changer d'humeur, à revenir à la normale. Konstantin Petersak devant des fois prendre sur lui-même, a dit une fois Petersak dans un mot griffonné à la hâte sur un coupon de caisse et glissé dans ma main à la fin d'un repas à midi à la cafétéria du centre. Konstantin Petersak ne me parlant plus à cette époque depuis des semaines en raison d'une humeur massacrante, disait-il dans son mot. Konstantin Petersak ne se souvenant plus à l'époque et des raisons pour lesquelles à l'époque il ne se rendait plus le matin avant le travail à la cafétéria du centre. Konstantin Petersak n'en pouvant plus après des semaines de ne plus se rendre le matin avant le travail à la cafétéria du centre, nos discussions matinales lui manquant, disait-il dans son mot, nos têtes à tête, toute lumière éteinte lui manquant, disait-il dans son mot, pas toi, disait-il encore. C'est la question du protocole qui n'est pas une contrainte à partir de quoi ça s'écrirait comme un train de marchandises là, qui viendrait couler sur les rails, mais qui est ce que vous créez pour aller chercher une parole qui ne surgit dans son originalité, dans son arrachement, ces figures totalement extraordinaires, d'embrasser le chien sur la bouche, juste parce que ce protocole est précis et concerne le surgissement même de la langue, ou l'image mentale la plus grégaire, la plus surgissante de la langue. Et ça nous concerne tous. Et la deuxième, c'est justement ce statut du poète. Je sais pas comment le dire, hein, c'est pas des catégories qui m'importent. Moi aussi, c'est question d'aller lire. Qu'est-ce que c'est important ? C'est se dire que la question du livre, elle est à la fois une assise, dire bravo Lanskin d'avoir accepté ce travail et de nous le proposer dans un tel confort, un plaisir aussi de la matière, du papier. Mon épopée chanceuse. Des fois dans le frigo, il n'y a pas de quoi faire tout un plat. Des fois, après des jours, Konstantin Petersak laisse des mots. C'est dans mes poches, sur mon bureau, sur tes tickets d'autobus une fois. C'est dans mes poches, dans le vestiaire, dans mon casier, dans mon tablier blanc, sur un papier en tête. Fliorov, mille excuses pour hier. Ne pensez pas te laisser seul, ne pensez pas te laisser seul. À Doubna, tôt le matin, cafétéria du centre. Tu dois savoir, des fois on a l'intention, on se lève, on vient, pas de problème. Des fois c'est autre chose, il n'y a pas dans le frigo de quoi faire tout un plat. Alors je brasse l'air, dis n'importe quoi, jette mes papiers morts par une portière, souille le monde sur sa longueur, sur sa largeur, attrape mauvaise mine, je suis alors un biscuit soviétique grignoté sur mes bords, séchant au soleil, à l'abandon sur une table, sur une assiette vide, rayée par des dents. Vous n'avez jamais eu une impression de gratuité à aucune page. Alors qu'est-ce qu'ils font dans leur duo ? Qu'est-ce qui les pousse, ces deux gars ? L'écrivain, le musicien, à aller refaire Petersak, là, avec vous, en direct, dans leurs impros. Ça aussi, c'est des questions qui valent, je pense, pour nous tous, et qui imposent qu'on s'approprie ces objets qui dérangent. Vincent Tholomé, mon épopée nous dérange.